Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. En fin de journal, ne loupez pas notre dernière émission politique avant les élections municipales. Julia Bitran et Thomas Drouin dévoilent les candidats de 30 nouvelles communes de l'arrondissement. On découvrira ces forces vives. Les métiers de service à la personne, eux, en manque de forces vives. De nombreuses structures recrutent très régulièrement. Alors quelles sont les raisons de ce turnover? Comment valoriser ces métiers nécessaires à notre population? Eh bien, on fait le point avec vous, Anne-Marie Besenwald. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de l'AMAPA Sarreguemines et on vous posera quelques questions tout à l'heure. Et puis je partage ce plateau avec Marie-Morgane. Salut. Salut. Alors de ton côté, tu reviens sur la saga Linky, ce compteur qui fait constamment polémique. Et nos internautes ont témoigné de l'installation de ce compteur. Et que diriez-vous d'un peu de calme, de peu de lumière et d'une réduction des bruits? C'est en tout cas le dispositif mis en place par l'hypermarché installé au centre Best à Faré-Bersviller. Morane, salut. Alors concrètement, comment ça se passe? Salut Rani, alors effectivement ce dispositif s'appelle Heure Calme et il a été mis en place par le magasin à la demande de ses clients et en fait tous les jours pendant 1 heure les lumières se tamisent et la musique se coupe. Alors le magasin devient un espace calme et apaisant où seul le ronronnement des réfrigérateurs se font entendre. Le dispositif n'a pas seulement été mis en place pour les clients, c'est avant tout un projet de solidarité. Vous en saurez plus tout à l'heure dans notre reportage et nous aurons plus d'informations sur la mise en place de ce dispositif avec le directeur du magasin. Eh bien, merci à toi et merci à Thibaut pour le cadrage. On vous retrouve dans ce journal qui démarre par les brèves. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. C'était le 25 février 1985 au Puy-Simon. Un coup de grisou suivi d'un coup de poussière marque la dernière grande catastrophe minière. 22 mineurs ont été tués et on dénombrait une centaine de blessés. Ce drame, survenu il y a 35 ans jour pour jour, a ému le bassin houillé. Le magasin Auchan de Faré-Bersviller passe en heure calme. 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis matins, la lumière est baissée et le son coupé. Un dispositif mis en place pour aider les personnes atteintes de troubles autistiques et hypersensibles et leur permettre d'être plus à l'aise dans les magasins. En 2017, une stèle à la gloire de soldats nazis a été découverte près de Wolminster. Le procès du propriétaire du terrain privé qui en est à l'origine a démarré hier au tribunal correctionnel de Sarreguemines. Selon le procureur de la République, il serait connu des services de renseignement allemands comme étant un militant néo-nazi. Une peine de 18 mois de prison, dont 9 mois fermes, est requis. Le tribunal rendra sa décision le 23 mars. Notre meilleur ami en ce moment, le parapluie. Allez, on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On aura encore besoin du parapluie demain. On passera l'essentiel de la journée sous un ciel très nuageux, pouvant donner des averses et même quelques flocons. Il faudra attendre la fin de journée pour avoir du temps plus sec avec quelques éclaircies. Il y aura également du vent avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 5 degrés. Demain, nous serons le mercredi 26 février. Ce sera la Saint-Nestor. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 18h09. L'image du jour nous vient d'un Beachalana qui vit désormais à Paris. Raymond Andrès nous suit régulièrement, alors un grand merci à vous pour votre fidélité, mais aussi pour cette belle photo. Et on attend également vos photos par mail ou sur notre page Facebook. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Le dispositif Heure Calme a été mis en place début février au cœur de l'hypermarché installé au centre Best. Le but, améliorer les conditions d'accueil des personnes atteintes de troubles autistiques. C'est un reportage de Morane Grancola et Thibaut Desmerlet. La musique se coupe, les lumières se baissent. Ici, à l'hypermarché Auchan du centre commercial Best, l'ambiance est à l'apaisement. Pendant 1 heure, le dispositif Heure Calme permet aux clients de faire leurs courses dans une ambiance plus détendue.
Le but, permettre aux personnes atteintes de troubles autistiques de se rendre au magasin dans les meilleures conditions d'accueil possibles. Une atmosphère reposante qui fait l'unanimité auprès des clients, mais également du personnel pour qui l'ambiance de travail est nettement moins stressante. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis en place les heures calmes, effectivement, on a beaucoup de salariés qui adhèrent au principe déjà, ça c'est important, et puis qui bénéficient aussi de ce calme. On a qui trouvent qu'ils sont moins fatigués, peut-être moins stressés aussi. La lumière c'est quand même un peu plus apaisant parce qu'on est souvent sous les néons, et le bruit, la musique ça fait beaucoup, c'est un bruit de fond permanent, et là ça permet d'avoir un tout petit peu plus de calme. Donc c'est effectivement un peu plus reposant pour tout le monde. Ouais. Cette heure de détente est mise en place tous les jours. Elle favorise les échanges entre les employés et la clientèle. Une belle initiative solidaire qui a de plus en plus de succès. Et on le rappelle, c'est une mesure qui a vu le jour grâce à la demande des clients. Le directeur du magasin nous donne d'ailleurs plus d'informations. Alors Uranie, maintenant je me trouve avec le directeur du Auchan, ici au centre commercial Best, Monsieur Rodriguez, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, comment s'est mis en place ce dispositif de solidarité pour les personnes atteintes du spectre autistique ? C'est un projet que nous avons mené avec des tables rondes avec les clients. Les clients avaient sollicité la possibilité de faire leurs courses dans un environnement beaucoup plus calme. Puisque certains des clients qui étaient venus étaient très concernés par ce trouble du spectre autistique, et par solidarité vis-à-vis de ces gens-là et vis-à-vis de la demande de nos clients, nous avons décidé de le mettre en place début février, et c'est une opération qui rencontre un franc succès auprès de nos clients et surtout de nos collaborateurs, qui permet un échange beaucoup plus cordial avec les clients, une ambiance un petit peu plus cocooning, et ça permet des échanges beaucoup plus constructifs avec l'ensemble du personnel et des clients. Vous l'avez dit, ça a été mis en place début février et vous avez déjà eu des retours positifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bien sûr, on a eu environ 17 000 interconnexions sur nos réseaux sociaux, et beaucoup de messages d'encouragement venant de nos clients qui ont apprécié la démarche, à tel point que même au niveau de l'entreprise, nous avons décidé, nous sommes passés sur le journal interne, sur lequel cette initiative va être démultipliée sur l'ensemble des magasins de l'entreprise Shiva. Et pour terminer, est-ce que vous avez prévu d'autres initiatives de ce même type ? Oui, le 2 avril, ce sera la journée mondiale de l'autisme, et nous avons, tout le magasin, décidé de faire la journée complète, sans musique, avec une intensité lumineuse réduite à 50%, et de prioriser la couleur bleue, qui est la couleur qui est identifiée comme la couleur des autistes. Merci beaucoup. Et Uranie, je te rends l'antenne. De fortes émotions encore aujourd'hui et une commémoration peu anodine à Hersching. Dimanche a eu lieu la commémoration du bombardement aérien par les Alliés du 23 février 1945. Un jour sombre et un événement tragique lors duquel plus d'un tiers de la population de la commune a péri. Alors pour commémorer les 75 ans de ce drame, une délégation allemande de Gersheim et de ses environs a fait le déplacement. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet et René Houtz. Hersching n'a pas oublié. Il n'oubliera pas. 23 février 1945, 45 habitants dont 18 enfants de la commune ont trouvé la mort. Ce jour-là, des bombardiers alliés ont lancé leurs attaques sur le village pour essayer de déloger les Allemands. Mais la population civile était sur les lieux. La majorité des villageois se sont mis à l'abri dans des caves. Malheureusement, plusieurs d'entre eux n'ont pas eu de chance et se sont retrouvés sous les gravats. Les survivants ont organisé des opérations de sauvetage pour secourir un maximum de personnes. Une journée noire qui marquera la commune à vie. 75 ans se sont écoulés. Dimanche dernier a eu lieu la commémoration de ce bombardement aérien allié sur Hersching. La messe du souvenir a été célébrée dans l'église Saint-Maurice par Jean-Paul Veil. C'était une célébration particulière dans le cœur de ce prêtre à la retraite. Ses grands-parents étaient des victimes de la tragédie. Une histoire familiale partagée par de nombreux riverains. Les élus de la commune ont été rejoints par une délégation allemande de Gersheim, Peppenkum et Medelsheim. Et c'est ensemble qu'ils ont déposé une gerbe sur l'allée du 23 février et deux autres face au monument aux morts. La journée s'est terminée au foyer Saint-Maurice. Lecture de témoignages, discours et chants ont achevé la célébration de ce 75e anniversaire. On change de sujet avec des travaux à Großbliedersdorf. Pas ceux qui étaient escomptés, mais qu'importe, ce chantier aura de multiples conséquences. Guillaume Dumonteil nous en dit plus.
Nous sommes à l'extrémité de la commune sur la RD 31, la route que l'on emprunte lorsque l'on vient de Lixin ou lorsque l'on s'y rend. Initialement à cet endroit, la commune de Grossbiederstroff voulait que soit installé un giratoire, mais le département n'était pas d'accord pour le financer. Par conséquent, il a été décidé de réaliser un autre aménagement. C'est un plateau qui va être mis en place ici. Cet équipement aura plusieurs conséquences. Cela permettra de réduire la vitesse des véhicules, de sécuriser l'accès vers les nouveaux lotissements et vers l'entreprise Coleman, mais aussi de tranquilliser les piétons. À la réalisation du plateau se greffe l'aménagement d'un trottoir de 150 mètres environ. Ce chantier devrait durer encore plus d'un mois. La Casque et le département aident la commune à financer ces travaux. Marie-Morgane, avec nos internautes, tu es revenue sur un sujet qui fait polémique maintenant depuis quelques temps, les compteurs Linky. Oui, il y a quelque temps, le sujet avait fait polémique. Il y avait eu beaucoup d'avis négatifs par rapport à leur installation. Les habitants étaient contre. Il y en a toujours beaucoup qui n'en veulent pas chez eux. Mais on s'est intéressé cette fois aux particuliers qui l'ont déjà chez eux depuis quelque temps pour savoir s'ils avaient remarqué des différences. Frédéric a répondu « Aucune différence depuis son installation, si ce n'est un meilleur suivi ». Michael nous a écrit « Installé depuis presque 1 an, je ne paye pas plus cher, voire même un peu moins. Quant au côté nocif pour la santé, je pense que les antennes des opérateurs téléphoniques ainsi que le Wi-Fi partout sont tout aussi dangereux. » Alors il y a quand même des internautes qui ne veulent pas avoir de compteur chez eux comme René ou Alex, mais si on regarde les retours d'expérience, une grande partie des internautes n'ont remarqué donc aucune différence avec l'ancien compteur. Jay lui l'a depuis 1 mois et pour l'instant il nous a écrit « Le courant passe bien entre nous ». Toujours beaucoup d'humour. Oui. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est une affaire qui continuera à faire parler d'elle. Merci pour ta chronique. Avec plaisir. Et quand on évoque le service à la personne, les premières idées qu'on s'en fait sont le faible salaire, la pénibilité du travail, l'amplitude horaire importante. Et malheureusement, tout ceci dégrade l'image du secteur professionnel. Anne-Marie Wesenwald, comment vous expliquez cette mauvaise image justement ? Effectivement, les salaires ne sont pas très élevés, les amplitudes horaires importantes. Par contre, on a d'autres avantages. Donc, c'est une bonne relation avec nos aînés qui peuvent nous transmettre leur savoir. Donc, aussi un peu, dans la mesure du possible, un peu aménager son emploi du temps comme on le souhaite. Alors là, c'est le côté valorisation qu'on peut peut-être mettre en avant. Est-ce que tous les aspects que j'ai pu citer juste avant, ça reflète vraiment le travail sur le terrain ? En partie oui, mais c'est aussi compensé par le fait qu'on se sente vraiment utile. Donc on fait un travail où on a beaucoup d'intérêt parce que on va rendre service à quelqu'un, lui permettre de rester à la maison ou vivre au mieux sa vie. Donc oui, comme vous le disiez, on se sent plutôt utile. Donc j'ai un chiffre que je peux donner, que j'ai trouvé par rapport à l'INSEE. De 87 à 98% de femmes sont employées dans les services à la personne. Il manque encore beaucoup d'hommes alors ? Oui, effectivement. Bon, pour l'instant, il y a beaucoup de candidats féminins, mais nous ne sommes absolument pas fermés aux candidats masculins. De temps en temps, nous avons la chance d'en accueillir dans nos structures. Alors on parlait par exemple de profil. Est-ce que justement il y a un profil en particulier pour être recruté dans le secteur de service à la personne ? Bon, nous avons à pourvoir plusieurs métiers, donc l'aide à domicile qui intervient pour l'entretien du logement, du linge, pour faire les courses, préparer des repas. L'assistante de vie qui fait les mêmes choses, mais en plus assiste la personne dans les tâches aide humaine, donc faire des changes, aide à la toilette, l'habillage, déshabillage, parfois donner à manger. Et l'auxiliaire de vie qui, en plus de tout ça, peut faire de la garde. Donc ça, c'est pour le maintien à domicile. D'autre part, il y a aussi les aides-soignantes qui sont aussi en recherche souvent de personnel. Les EHPAD aussi recherchent. Donc je suis plutôt positionnée sur le maintien à domicile. Donc dans nos métiers, ce qui est important, c'est la mobilité. Donc être avenant, autonome,
Donc c'est ce genre de qualité qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces métiers-là. Et sur notre secteur aussi, peut-être parler allemand, ça peut aider Effectivement, ça peut également. aider, oui. Nous avons pas mal de clients allemands, donc c'est bien pouvoir se comprendre. Alors, d'autres chiffres que j'ai pu trouver, 1,4 million d'employés en 2014 dans le secteur du service à la personne, 1,2 million en 2016. Selon l'INSEE, ça diminue d'année en année. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Je pense que oui, donc il y a effectivement peut-être une baisse du pouvoir d'achat et les caisses de retraite et les instances ne participent peut-être plus autant qu'avant. Pourtant, c'est des métiers qui sont... j'irais jusqu'à dire indispensables. Est-ce qu'on peut dire ça avec une population qui est quand même vieillissante ? Oui, tout à fait. Ce sont des métiers qui sont vraiment indispensables, mais parfois il faut que les familles compensent et n'ont pas toujours les moyens financiers de compenser. Alors, on l'a bien compris, il y a aussi un turnover important dans ces métiers-là. Comment, cette fois-ci, vous pouvez l'expliquer, ce turnover ? Bon, c'est des métiers qui sont un peu difficiles parce que c'est des horaires en coupé. On intervient le week-end. On est mal payé souvent, mais... Là, c'est les points négatifs, voilà, mais si on devait revaloriser l'image, donc vous l'avez dit, c'est l'échange avant tout. Et quels sont les retours d'expérience, les témoignages que vous pouvez entendre ? C'est par exemple sur des choses, des petits problèmes quotidiens, des échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui, du fait de leur expérience, peuvent aider aussi à résoudre certaines choses. Lorsqu'on parle des fois de problèmes de la vie quotidienne, ils nous donnent un autre éclairage aussi, et souvent ça, avec beaucoup de recul, et ça nous permet de mieux redémarrer. Est-ce qu'il y a des possibilités dans certaines branches d'évoluer dans ces métiers-là ? Tout à fait. On peut très bien commencer comme aide à domicile, faire valoir ses acquis, passer à assistante de secteur, auxiliaire de vie, aide-soignante, voire infirmière, coordinatrice ou infirmière en maison de retraite. Donc il y a quand même des possibilités et des opportunités. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairés. Merci d'avoir participé à notre émission. Marie-Morgane, à très vite. À bientôt. Et on laisse la place à nos collègues pour l'émission politique. Tour d'horizon de 30 nouvelles communes. Et dans notre arrondissement, a priori, il resterait une commune sans candidat. On découvre tout ça juste après la pub. À bientôt. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, quels sont les avantages et les inconvénients ? Isoler les murs reste l'une des priorités majeures pour améliorer le confort de son habitation, mais surtout pour diminuer ses dépenses énergétiques. Avoir des murs en pierre très épais chez soi ne veut pas dire bonne isolation. Pour réduire les pertes de chaleur, il est possible de réaliser une isolation thermique des murs par l'intérieur. Ainsi, l'aspect extérieur du bâtiment est préservé. Cependant, celle-ci engendre une diminution de la surface habitable et ne permet pas d'éliminer les ponts thermiques. Malgré un coût plus élevé, l'isolation thermique par l'extérieur reste le procédé le moins contraignant et le plus efficace, car l'inertie des murs est conservée. De plus, sa continuité sur la paroi permet d'éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur les différentes méthodes d'isolation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux.
faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Bonjour à tous et coucou Thomas. Salut Julia, bonjour à vous tous derrière votre écran. Triste nouvelle, aujourd'hui c'est la dernière de toutes les émissions Quelle mer pour ma commune que nous vous avions préparées. C'est donc la dernière fois que je vais ouvrir cette urne. Alors une dernière, mais du coup à force, vous connaissez le principe, cette urne ne contient évidemment pas de vrai bulletin de vote et nous ne sommes pas là pour faire des pronostics, mais pour vous dresser l'état des lieux des candidatures dans les 84 communes de la communauté d'agglo de Sarreguemines-Confluence et de la communauté de communes du Pays de Bitche. Tu veux peut-être que je te récupère pour la dernière fois, l'urne, je te la confie. On va la mettre de côté et puis ces enveloppes, donc elles vont guider notre discussion. Et puis justement Thomas, tu t'apprêtes à en ouvrir une. La première de la journée, avec un bulletin plié en deux, histoire de garder encore un peu plus de suspense. Et on retrouve le dé de la semaine dernière, mais cette fois-ci, il a subi les affres du panachage. La semaine dernière, on parlait de Sarreguemines. Alors, savoir qu'à Sarreguemines, on ne panache pas, mais sur ce bulletin, oui. Oui, parce que la Sarreguemines, si on raye, c'est un bulletin nul. Le bulletin est nul. Alors, bulletin rayé parce que ce n'est pas 6 listes comme nous l'annonçait le bulletin la semaine dernière, mais 7 listes qui sont annoncées à Sarreguemines. Et oui, parce qu'en fait, la semaine dernière, en annonçant 6 listes, je parlais de parité parfaite, puisqu'il y avait d'un côté 3 listes menées par des femmes, Nicole Beckrich, Bernadette Hilpert et Nicole Muller-Becker, et de l'autre côté, 3 listes menées par des hommes, Alain Dan, Éric Bauer et Marc Zingraf. Mais il y a effectivement désormais une 7e liste, intitulée Lutte ouvrière. Elle est menée par Sébastien Ollier. Alors cet enseignant de 42 ans avait déjà été candidat, c'était aux législatives dans notre circonscription. Sa liste se veut une continuité des Gilets jaunes et du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Le camp des travailleurs, comme ils se définissent, candidat aux élections municipales, eh bien c'est le cas dans 200 villes en France cette année. Et à Sarreguemines, c'est la première fois qu'il y a du coup autant de listes annoncées. En 2014, il y en avait 5 et en 2008, il n'y en avait que 4. Alors autant de listes, à ce que je sache, à l'heure où nous parlons, là, il n'y a que 4 listes qui ont été formellement déposées en sous-préfecture. Est-ce que ça veut dire que certains jouent le jeu de la donner le plus tard possible ou que certains ont même du mal à compléter leur liste? Alors attention, parce que déjà il y a une nuance, en fait il y a une différence entre une liste qui est déposée et une liste qui est validée. Il y a un tout petit laps de temps entre les deux. Ceci dit, tu as raison, pour le moment seules 4 listes sont validées. Ce sont celles de Nicole Beckrich, Sébastien Ollier, Alain Dan et Marc Zingraf. Mais par exemple, si une liste a été déposée hier après-midi ou ce matin, nous n'en avons pas encore connaissance et elle n'est évidemment pas encore validée. Maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, ça peut être une stratégie de déposer sa liste dans les dernières minutes ou en tout cas dans les derniers jours, d'autant que ça n'empêche pas de faire campagne avant. En revanche, c'est vrai que ça peut aussi refléter certaines difficultés, alors soit dans la composition de la liste, parfois c'est simplement en fait réussir à déterminer l'ordre dans lequel on va inscrire les candidats qui composent la liste, et parfois c'est carrément pour atteindre le nombre de candidats que ça pose problème, comme ça semble être le cas a priori pour la liste Sarreguemines Bleu Marine qui a diffusé un tract dans les boîtes aux lettres des Sarregueminois pour leur proposer de figurer sur la liste, donc comme quoi a priori ça manque de candidats. Et puis de son côté, il y a Nicole Muller-Becker qui a affirmé depuis son entrée en campagne ou quasiment que sa liste était complète, et puis Bernadette Hilpert, elle a carrément dévoilé les noms, les photos de ces 34 colistiers et dans l'ordre, donc avec les numéros, simplement administrativement elle n'est pas encore déposée, validée. D'accord. À côté de Sarreguemines, qui est quand même un cas particulier vu le nombre d'habitants de la ville, il y a d'autres grosses communes au niveau de l'arrondissement. On en a parlé déjà sur les 3 dernières émissions. Il y en a une dont on n'a pas encore du tout parlé, c'est Sarralbe. Et Sarralbe, pour paraphraser un de nos collègues, c'est pas si simple.
Alors au contraire, moi je crois que ça va être beaucoup plus simple que ce à quoi certains s'attendaient. Alors tu l'as dit, effectivement dans l'arrondissement on a 9 communes de plus de 2000 habitants, dont Sarralbe, 4555, et le même maire depuis 2001, Pierre-Jean Didiot. Il continue dans sa lancée et brigue un 4e mandat. En 2014, il y avait 2 listes et tout s'était joué très nettement au premier tour. Sa liste avait remporté 72,89% face à la liste qui était menée par Adrien Flory, qui avait dû se contenter de 3 sièges au conseil municipal. Alors Pierre-Jean Didiot repart en campagne avec 16 de ses anciens colistiers et 9 nouveaux. Le nom de la liste a lui aussi un tout petit peu changé. Il passe de Dynamisme et Confiance en 2014 à Dynamisme et Expérience cette fois-ci. Et pour ces élections 2020, eh bien, il y a eu beaucoup de rumeurs à Sarralbe. Mais finalement, en tout cas pour le moment, il n'y a toujours que la liste de Pierre-Jean Didiot qui a été déposée. Et il n'y a plus aucune rumeur à l'heure actuelle d'autres candidatures. Mais encore une fois, les candidatures peuvent être déposées en sous-préfecture de Sarreguemines jusqu'à jeudi 18h. Donc il peut encore y avoir des surprises après la dernière de ces émissions. Oui. C'est le jeu. Nouvelle enveloppe. Un gantbox. Alors on va pas forcément parler de combat, je pense, mais plutôt de catégorie. Là on parlait des poids lourds. Est-ce qu'on peut aller du côté des poids plumes, des tout petits villages? Parce qu'il y en a encore et c'est pas forcément inintéressant de voir ce qui se passe dans les plus petits villages de l'arrondissement. Absolument, ce qu'on a nommé les petits poussés. Alors il y a Robwiller par exemple, 105 habitants, c'est la plus petite commune de notre arrondissement. Le maire sortant, Bernard Brigler, ne va finalement pas se représenter. Serge Stebler a repris le flambeau avec la liste qui avait été commencée par le maire avant qu'il change d'avis. Il l'a complétée, il vient de la déposer ce matin en sous-préfecture, donc évidemment elle n'est pas encore validée, pas encore diffusée, mais en tout cas il dit qu'il l'a déposée. En 2014, il y avait 19 candidats, 9 élus au premier tour, 2 au deuxième. Et en revanche, il y a la candidature individuelle de Marc List qui, elle, est déjà validée. Il était déjà candidat en 2014, mais il n'avait pas été élu. Et puis côté petite commune, on peut aller voir ce qui se passe à Liederschied. 122 habitants, c'est à peine plus que Robwiller. C'est ça. Alors à Liederschied, le maire sortant, Étienne Mégel, se représente. Ils sont 6 sortants, dont la seule femme a rempilé aux côtés de 5 nouveaux, tous des hommes. Et pas de suspense, comme en 2014, où ils étaient déjà 11 candidats pour 11 sièges. C'est très différent dans les 2 communes qui nous restent, dans les 2 derniers petits poussés. Donc cette fameuse catégorie des petits villages, des petites communes. Eh bien oui, différent parce que là il s'agit de Bouswiller et de Lutzwiller et dans les 2 communes, eh ben forcément on va changer de maire. À Bouswiller, 125 habitants, la maire sortante Agnès Philippon arrête, mais ce sera toujours une femme à la tête de la commune. Marilyn Merel se présente avec une équipe complète et sur les 11 candidats, tous des nouveaux, elles sont 7 femmes, plus que la parité dans cette commune où elle n'est pourtant pas obligatoire. Et Lutzwiller, est-ce qu'on sait déjà qui va essayer de prendre la suite? Alors, à Lutzwiller, c'est Laurent Hölter qui prend la relève. Le maire sortant, Henri Stoder, n'est plus candidat. Laurent Hölter n'était pas candidat en 2014, mais il se présente avec 5 sortants. Il y a 3 femmes dans cette équipe de 11 et pas de candidature concurrente en vue. Mais en fait, même quand il n'y a qu'un candidat, alors à la tête d'une équipe ou pour les communes de moins de 1000 habitants ou à la tête d'une liste pour les plus grandes communes, même sans concurrence, en fait, la personne qui est tête de liste ne devient pas maire tout de suite. Alors Thomas, il faut que tu nous expliques, ça se passe comment? Eh bien, pour devenir maire, il faut être élu. Surprise, mais il faut être élu, mais pas dans les 2 tours de l'élection, justement, ça se passe après. Et donc, pour t'expliquer tout ça, je te propose de rejoindre l'isoloir pour plus d'explications. Le 3e tour. À la proclamation des résultats du second tour, ou du premier si un seul tour a été nécessaire, chaque commune connaîtra la nouvelle composition de son conseil municipal, mais pas encore le nom de son ou sa future maire. Certes, pendant la campagne, les candidats ont annoncé lequel d'entre eux candidaterait ensuite au poste de maire. Mais il faudra attendre le premier conseil municipal pour que celui-ci soit élu à bulletin secret. Cette première séance du conseil municipal doit se tenir entre le vendredi au plus tôt et le dimanche au plus tard, suivant le tour du scrutin ayant permis l'élection du conseil municipal. Pour être plus clair, je vous l'illustre. Que ce soit au premier ou au deuxième tour, nous voterons un dimanche. L'élection du maire se fera donc
lors de la première séance du conseil municipal, entre le vendredi 20 pour le premier tour et dimanche 22 toujours pour le premier tour, ou entre le vendredi 27 et le dimanche 29 si l'élection a nécessité 2 tours. C'est d'ailleurs lors de cette première séance qu'est décidé le nombre des adjoints au maire, et à leur tour, ceux-ci sont élus. Petite précision, pour Sarreguemines, comme dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, le ou la future maire devra déclarer son patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il faudra donc patienter pour connaître officiellement le nom du ou de la maire et de ses adjoints. Par contre, on pourra connaître dès la proclamation des résultats le nom des représentants à la communauté de communes du Pays de Bitche ou à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Mais ça, nous en parlerons plus tard. On pourra connaître les représentants, mais uniquement dans les communes de plus de 1000 habitants. Mais comme je viens de le dire, on en parlera plus tard. Alors ça, je veux bien qu'on en parle plus tard, mais moi, il y a quelque chose que je voudrais savoir tout de suite. C'est du coup, les élections municipales ont eu lieu, mais finalement, le maire n'est pas encore élu. Alors, au lendemain des élections, s'il y a un mariage à célébrer, qui le célèbre ? Alors, c'est vraiment une situation, dans les certains cas rares, c'est ce que j'avais un peu expliqué dans une autre vidéo dans l'isoloir. Le maire est élu finalement jusqu'au jour où est élu le futur conseil municipal. C'est-à-dire qu'un maire reste maire jusqu'au... là, ça sera soit le premier tour, soit le second tour, selon le village. Alors après, quelle idée de se marier ? Enfin, quelle idée de se marier pendant un week-end, où il y a des élections. C'est pas ce qui est le plus simple. Non, voilà. Et généralement, les gens le préparent bien à l'avance, et dans les mairies, on essaye de leur faire comprendre que non, c'est pas une bonne date, et que vaut mieux éviter, que même certaines mairies refusent. Voilà, je me suis un peu renseigné auprès de certains maires. Certes, ils sont plus maires, ils gèrent les affaires courantes, donc théoriquement, ils pourraient faire des mariages, mais en réalité, ils évitent. Donc normalement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, tout à fait. Enveloppe suivante. Ok. Alors, que nous réserve comme surprise le bulletin présent dans cette enveloppe. Ensemble vers l'avenir. Ça, c'est un slogan très original. Un grand classique, oui. Oui. Alors, il me semble que cette fois-ci, c'est à Götzenbrück qu'on a droit à une liste avec ce nom-là. Alors, il y a Ensemble vers l'avenir et d'un autre côté, Agir et réussir. C'est le choix qui s'offre aux électeurs de Götzenbrück. Alors, à Götzenbrück, le maire sortant, Joël Romand, se représente. Il brigue un 3e mandat. En 2008, c'est lui qui avait, souvenez-vous, détrôné Gilbert Maurer. Il est à la tête de la liste Agir et réussir. Sur cette liste, il y a 13 nouveaux et 5 anciens colistiers de 2014. Plus surprenant, il y a aussi François Abel qui siégeait dans l'opposition. Une autre liste, qui est donc intitulée Ensemble vers l'avenir, elle aussi déjà validée par la préfecture et menée par Terence Burgoun, qui ne figurait pas parmi les candidats aux dernières municipales. Mais sur sa liste, il y a 5 candidats qui étaient en 2014 sur la liste de Franck Hinsberger, mais qui n'avaient pas été élus. Très étonnant, il y a aussi sur cette liste, même si c'est en dernière position, Joseph Hetzel, qui était en 2014 3e sur la liste du maire sortant et qui était devenu son adjoint. En 2014, les deux listes s'étaient départagées au premier tour et celle menée par Joël Romand avait remporté l'élection avec 59,7% des voix. Est-ce que ça sera plus serré cette fois-ci ? Eh bien, les électeurs nous le diront le 15 mars. Parce que chaque élection réserve à chaque fois une surprise. C'est assez rare que tout soit déjà connu à l'avance. Et c'est d'ailleurs la règle dans les élections. Il me semble qu'en 2014, c'était à Grundwiller qu'il y avait eu un coup de tonnerre, une grosse surprise. Alors c'est clair que la commune avait créé la surprise parce qu'en 2014, Jacques Sandras avait réussi l'exploit alors qu'il se lançait en politique de passer l'intégralité de son équipe. Les électeurs avaient sans doute sanctionné l'équipe de l'ancien maire Edgar Lauer. Alors pour ces municipales 2020, le maire sortant Jacques Sandras est à nouveau candidat. Ils seront 11 sortants dans son équipe, il y aura 6 femmes. Cette fois, ça sera peut-être différent face à la liste menée par Daniel Pétry, qui était déjà candidat en 2014. Son équipe s'est choisie comme nom Ensemble pour demain. Elle comprend d'anciens élus du dernier mandat d'Edgar Lauer. Et il y a 3 femmes qui figurent dans cette équipe. On verra si les temps ont changé à Grundwiller. Du côté de Saint-Rasmin, par contre, a priori,
Pas de grande surprise en vue? Non, pas de grand bouleversement. Le maire sortant, Yves Zins, se représente avec 8 anciens colistiers. Il n'y avait déjà pas de concurrence en 2014 et avant cela en 2008. Et c'est pourtant une commune qui compte quand même 1268 habitants. Et je crois que j'ai réussi à le dire en moins de 15 secondes. Tu me mettais au défi la semaine dernière. C'est pas du tout la même chose, par contre, chez les voisins, à Rémelfin. Alors oui, parce que cette fois, il y aura du suspense. Le maire sortant, Hubert Bourrin, vice-président de la Casque, se représente. Il brigue un 3e mandat. Il est à la tête de la liste Intérêt communal qui compte 8 nouveaux. En 2014, il n'y avait que la liste menée par Hubert Bourrin. Cette fois, il y a une autre liste, elle aussi déjà déposée et validée par la préfecture. Elle est menée par Nadine Malik-Audi et composée uniquement de nouveaux. Pas de candidature dissidente à Rémelfin donc. Je vais revenir sur l'avant-dernier bulletin. Les gants de boxe? Les gants de boxe. Tu veux qu'on se tape dessus? Non, on va pas se taper dessus. Non, surtout pas sur la dernière. Mais il me semble qu'il y a un candidat qui maîtrise la boxe. Alors, le village, Aspelshit, il me semble, c'est ça? Mais oui, évidemment qu'il maîtrise. Sébastien Zell est président du Boxing Combat. Il est candidat à Aspelshit à la tête d'une équipe intitulée Le Vivre Ensemble, composée uniquement de nouveaux. Alors à Aspelshit, le maire sortant, Justin Hornbeck, était indécis. Il briguera finalement un 4e mandat. Il se présente à la tête d'une équipe composée de 5 sortants et 6 nouveaux. Au total, il y a 4 femmes. En 2014, il y avait 12 candidats qui se sont départagés dès le premier tour pour les 11 sièges. Justin Hornbeck s'était classé 11e avec 57,14% des voix. Cette fois, les électeurs auront plus de choix puisqu'ils vont pouvoir panacher entre ces 2 équipes complètes. D'accord. Je te propose qu'on aille directement sur le bulletin suivant. On ne va pas non plus aller rechercher à chaque fois des bulletins qu'on a déjà dépouillés. Ah, un étang, un bel étang. Il me semble que c'est celui que l'on peut trouver dans la commune de Olvin. Alors, ah oui, parce que moi je l'ai vu d'un petit peu loin et on en a quand même beaucoup des étangs sur notre territoire. Alors, du côté d'Olvin, savoir ce qui se passe. On a un petit peu du mal justement à savoir ce qui se passe à Olvin. D'habitude, il y a toujours 2-3 listes au municipal. Or, pour le moment, aucune n'est déposée. On sait que le maire sortant, Bernard Clavé, va briguer un 3e mandat avec une liste composée pour moitié d'anciens de son équipe et pour moitié de nouveaux, dont des anciens opposants qui seraient prêts à le rejoindre. En 2014, la liste de Bernard Clavé avait remporté 66,66% des voix au premier tour face à celle menée par Antoine Muller. Mais comme dit, pour le moment, il n'y a toujours pas de rumeur d'autres candidatures. Olvin pourrait bien être, cette fois-ci, en situation de monopole. D'accord. On poursuit toujours le dépouillement de nos petites enveloppes. Un dessin. Ah ça, on n'a pas le droit non plus aux élections, mais il est joli. Oui. Je pense que c'est un rébus. Je vais le remontrer, histoire que les téléspectateurs essayent de deviner la commune dont il est question. Une forêt, une maison, Val-d'Ouz. Par exemple, alors à Val-d'Ouz, le maire sortant Norbert Dervin ne se présente plus. Son adjoint Émile Oligère est à la tête d'une équipe de 11 candidats. Ils ne sont que 2 sortants, les 9 autres sont des nouveaux. Et il y a aussi Fabrice Poli qui mène une autre équipe qui comprend un conseiller sortant. Dans cette commune, c'est plus clair, toutes ces candidatures sont déjà déposées, validées et complètes. En 2014, ils étaient 21 candidats pour 11 sièges. Cette fois, il y a une personne de plus. D'enveloppe en enveloppe, nous continuons notre conversation. Ça, ce n'est pas en France. On a les armoiries de 2 Länder allemands. On a la Sarre d'un côté et la Rhénanie-Palatinat. Mais pour le coup, je sais de quelle commune on va parler parce que c'est une commune qui est unique en France. D'ailleurs, c'est la seule qui a cette particularité. Nous allons à Schweyen, qui est la seule commune en France à avoir une frontière avec la Sarre et le Rhénanie-Palatinat. Alors, côté politique très française, en revanche, les municipales, même si finalement des ressortissants allemands peuvent être candidats, il n'y a pas eu de Brexit du côté de l'Allemagne. Alors, à Schweyen, le maire sortant, Joël Schwartz, a annoncé qu'il se représentait pour briguer un 2e mandat, mais pour le moment, sa candidature n'est pas déposée. Ils sont 5 sortants et 6 nouveaux. Au total, il y a 3 femmes. Mais dissidence dans la commune, sa 3e adjointe, Katia Heim, a elle déposé sa liste, qui comprend d'ailleurs aussi un autre sortant, Gabriel Bourrait. Alors je ne sais pas de ton côté, mais moi, chez moi, je reçois déjà dans ma boîte aux lettres des tracts pour les candidats
à l'élection municipale. Alors certains distribuent des tracts, d'autres ont une page Facebook, font des réunions publiques. Eh bien, Mosaïque Cristal est allé sur le terrain à la rencontre de passants à Sarreguemines pour savoir de toutes ces techniques, laquelle était celle qui leur permettait le mieux de se faire une idée des candidats. Voici le micro-trottoir. Le mieux pour moi, c'est oui, les tracts. Il y a les propositions, il y a ce que la ville va devenir. Oh là là, vous savez, moi je viens d'un petit village, hein, tout le monde se connaît, et puis on sait qui se présente, on connaît tout le monde. C'est quoi ce qui marche le mieux pour vous pour faire connaissance avec le candidat? Un tract, Facebook, une vidéo, une émission de télé Je vais vous dire sincèrement, la politique ne m'intéresse pas du tout, même plus du tout, ce qui est bien dommage. Voilà. Vous n'avez pas besoin de Facebook et tout ça pour suivre... Moi j'aime bien connaître les gens. Donc un candidat qui a une belle vidéo, il peut vous séduire sur Facebook. Voilà, sur Facebook, oui. Ils font comme ils veulent, s'ils veulent être proches des habitants ou quoi. Chacun ses méthodes, j'ai envie de dire. Qu'ils soient proches de la population, qu'ils s'intéressent, qu'ils soient dans une vraie discussion, une vraie communication. Moi, je regarde surtout les documents papier et ça permet de bien voir les programmes. Là, on a eu les photos des différents candidats. Ça permet aussi de voir, tiens, il y a mon voisin qui fait partie des candidats. Voilà. Et sinon, tout ce qui est... Oui, c'est une petite ville et donc tout ce qui est par contre moyen de communication plus moderne, j'avoue que je suis pas. Voilà. Et pour tout ça, ça coûte de l'argent. Donc j'invite les téléspectateurs à regarder une de mes précédentes pastilles dans l'isoloir où j'expliquais un peu comment tout se passait du côté financier de la campagne. C'est toujours intéressant de le savoir. On poursuit avec l'enveloppe suivante. C'est parti. Alors, un petit bulletin avec une phrase que je connais, que j'ai déjà d'ailleurs dit très souvent dans l'isoloir, moins de 1000 habitants, les communes de moins de 1000 habitants. Mais oui, certaines communes finalement perdent des habitants et passent sous ce seuil de 1000 habitants. C'est le cas à Saint-Jean-Rohrbach par exemple. Et oui, ça change tout. Alors à Saint-Jean-Rohrbach, le maire sortant Cyril Fétic se présente à nouveau. Il brigue un 5e mandat. Cette fois, il est à la tête des 15 candidatures. En 2014, il était tête de liste. La différence, c'est effectivement que Saint-Jean-Rohrbach a perdu des habitants et en passant sous le seuil des 1000 habitants, la commune change de mode de scrutin. Ils sont 9 sortants à rempiler avec 6 nouveaux. Et maintenant que la parité n'est plus obligatoire, il n'y a que 4 femmes qui sont candidates à Saint-Jean-Rohrbach. Autre commune qui passe sous les 1000 habitants, Wieswiller, et pourtant, là, du côté des candidats, c'est pas du tout la même chose qu'à Saint-Jean-Rohrbach. Ah non, on n'est pas du tout dans le même contexte, déjà parce que Nathalie Ludman, vice-présidente de la CASC et maire sortante de Wieswiller, arrête après 2 mandats. En 2014, il y avait 2 listes, et puis tu viens de le dire Thomas, Wieswiller est donc dans le même cas que Saint-Jean-Rohrbach, la commune est passée sous le seuil des 1000 habitants. Les électeurs vont donc pouvoir panacher, s'ils le souhaitent, entre les 2 forces en présence, on va dire en tout cas, entre les 2 équipes qui sont en lice. Alors il y a le conseiller sortant, Franck Philippi, qui souhaite reprendre le flambeau avec son équipe, qui s'est choisi comme nom Continuons ensemble pour Wieswiller. Ils sont 7 anciens colistiers de la maire sortante et 8 nouveaux. Et au final, une majorité de femmes, elles sont 8, alors que la parité n'est désormais plus obligatoire à Wieswiller. Luc Potier est lui à la tête d'une autre équipe de 15 candidats. Ils ont choisi comme nom Unis pour l'avenir. Norbert Rauch, qui était tête de liste en 2014, en fait partie. D'ailleurs, ils sont au total 5 candidats actuels qui étaient sur cette liste, 5 de candidats de cette liste qui étaient déjà candidats en 2014, dont la figure de proue, Luc Potier, qui faisait donc en 2014 partie de la liste de Norbert Rauch. Et puis, il y a aussi une candidate qui était sur la liste de la maire sortante, mais en 13e position, qui n'avait pas été élue. Donc, petite dissidence. Est-ce que tu peux juste me rappeler le nom des 2 listes là à Wieswiller? À Wieswiller, Continuons ensemble pour Wieswiller et Unis pour l'avenir. Bingo. Ah non, il me manque construire. Oui, je me suis fait une petite grille avec les termes qu'on retrouve assez régulièrement dans les noms de listes parce que je me suis aussi imprimé la liste justement de toutes les candidatures qui est fournie par la préfecture. Et il y a des perles vraiment dans le lot où on se dit que les candidats n'ont pas forcément énormément d'imagination au moment de créer des listes. Par exemple, alors Kerbach, on a Kerbach Avenir opposé à Kerbach Ensemble.
Ça, on a l'avenir, on a l'ensemble, justement pas ensemble. On peut avoir l'avenir, on peut avoir l'ensemble, mais l'avenir ensemble, peut-être mais pas. Mais c'est pas forcément un manque d'inspiration, comme tu disais. Enfin, il y a aussi des mots-clés quelque part qu'il faut presque avoir sur sa liste. Oui, mais par exemple, Gorze. Alors à Gorze, c'est très bien. À Gorze, on a Gorze vivre ensemble et l'avenir ensemble. C'est-à-dire qu'on a deux listes concurrentes qui veulent vivre ensemble ou qui veulent être Gorze ensemble, mais c'est tous ensemble comme dans les... mais pas avec les autres finalement. Donc c'est une notion de l'ensemble qui me trouble un peu. Et, oui, j'avais noté aussi Montois la montagne pour terminer. Alors là-bas, c'est assez clair de voir au niveau des listes. On a Montois, continuons. Ça, je pense que ça doit être l'équipe en place qui souhaite poursuivre. Et en face, il y a l'opposition. Alors l'opposition, elle a choisi un titre un nom de liste qui frappe, c'est Montois autrement. Puisque forcément, ils ne peuvent pas continuer, c'est forcément autrement. Je trouve vraiment, c'est peut-être, je suis sévère avec les candidats, mais que côté imagination au niveau de nom de liste. Mais tu t'es peut-être pas fait forcément des amis sur ce coup-là. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas s'ils regardent beaucoup Mosaïque Cristal dans ces coins-là, mais... Après, ça montre que ce n'est pas que sur notre secteur que certains candidats ont du mal à trouver un nom de titre, un nom de liste original. Fin de l'aparté, je on va peut-être revenir à notre secteur. On était à Visuelaire, on va aller sur la commune. On a déjà 84 communes au total. Donc à côté de Visuelaire, Wölflin, Michael Weber, lors de sa première élection, était le plus jeune maire de France. Désormais, c'est un vieux routier de la politique locale. Est-ce qu'il se représente encore pour un nouveau mandat ? Absolument, évidemment. Le maire sortant, Michael Weber, se présente à nouveau. Il brigue un 6e mandat. Il est à la tête d'une équipe de 9 élus sortants, dont 5 femmes. En 2014, ils étaient 30 candidats pour 15 sièges. Michael Weber avait été élu dès le premier tour, mais en 12e position avec 51,19% des voix. Il n'y a pas de rumeur d'autres candidatures, mais sait-on jamais, il pourrait y avoir des surprises d'ici jeudi soir. Alors, dans l'un de mes passages dans l'Isoloir, je crois même le dernier, j'ai bien précisé qu'on ne votait pas pour le maire, mais pour un conseil municipal, pour une équipe municipale. Des fois, souvent, quand on met le bulletin, on ne vote pas pour un nom, on vote vraiment pour l'équipe. Et le terme d'équipe est parfois vraiment bien trouvé dans certaines communes. Par exemple, Walchbronn, il me semble. Eh bien oui, parce que c'est la particularité de Walchbronn. Le maire sortant, Christian Schwalbach, qui est d'ailleurs aussi 7e vice-président de la CCPB, se représente avec exactement la même équipe. Ils étaient déjà les seuls en lice en 2014 et la parité est de mise. Là aussi, sans que ce soit obligatoire, 5 femmes figurent parmi ces 11 candidats. Un peu de poésie, partons-nous pour une épopée à Épins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À Épins, le maire Jean-Louis Schütz, aussi 9e vice-président de la CCPB, se représente. Il brigue un 6e mandat. En 2014, ils étaient 31 candidats pour 15 sièges. Jean-Louis Schütz n'était arrivé que 12e avec 54,85% des voix. Celle qui était son adjointe de 2008 à 2014, Céline Laurent, mène une liste concurrente intitulée « Ensemble pour l'avenir ». On y revient aux mots-clés stratégiques. Céline Laurent était aussi candidate en 2014, mais elle n'avait pas été élue. Et puis alors, vous l'avez remarqué, au fil de ces émissions, j'essaye de préciser à chaque fois qu'on parle d'une commune, si cela concerne un vice-président de la CCPB ou de la CASC. Parce que dans les élections municipales, on ne désigne pas encore les présidents et les vice-présidents des intercos, mais finalement, on en détermine déjà la composition. Thomas, comment ça fonctionne ? Et là, c'est un peu comme dans les produits ménagers, c'est du 2 en 1, puisque finalement, le choix de l'électeur se fait avec un seul bulletin de vote. Pour vraiment l'expliquer de manière plus précise, je vais retourner une dernière fois dans l'Isoloir, alors j'en profite, parce que c'est vraiment la dernière petite pastille, c'est parti. Nous parlons depuis plusieurs semaines d'élections municipales. Et effectivement, l'élection des nouveaux conseillers municipaux est au cœur de ce scrutin. Mais pas que. Dans les communes de plus de 1000 habitants, au moment de glisser votre bulletin dans l'urne, vous exprimerez aussi votre choix sur les représentants de la commune au niveau supérieur, c'est-à-dire à la communauté de communes du côté de Bitche ou à la communauté d'agglomération du côté de Sarreguemines. Et ça avec un seul et même bulletin. Petit rappel, qui dit commune de plus de 1000 habitants dit scrutin par liste. Et bien sur chaque bulletin, il sera aussi indiqué le nom des candidats que la liste souhaite voir siéger au conseil communautaire.
La répartition des sièges communautaires se fait de la même manière que la répartition des sièges au conseil municipal. 50% vont de facto à la liste ayant remporté l'élection et le reste est distribué proportionnellement au score obtenu. Dans les communes de moins de 1000 habitants, tant pour la Casques que pour la CCPB, c'est le maire qui représentera la commune au conseil communautaire. Mais pour connaître le nom de ceux qui verront se réaliser leur rêve d'être élus, il faudra attendre le résultat de l'élection. Et ça, vous l'avez compris, nous en parlerons plus tard. Justement, pour les résultats, on vous donne rendez-vous en direct les 15 et 22 mars dès 20h sur Mosaïque Cristal. Thomas, tu as toujours ton écharpe sur toi, mais tu n'es pas un élu, ce n'est pas une vraie. Non, ce n'est pas une vraie. Là, il manque les glands en or ou argenté pour les adjoints. Heureusement que ce n'est pas une vraie, parce qu'il faut savoir que porter une écharpe de maire ou d'adjoint au maire alors qu'on n'en a pas le droit, eh bien, ça serait passible d'une peine de prison d'1 an et d'une belle amende aussi. Je ne pense pas que ce soit dans même dans une émission de télé pour expliquer les choses. Exactement. On poursuit l'émission avec l'enveloppe suivante. Ok. Ça a déjà été fait. Oh non, tu m'as déjà fait le coup de l'enveloppe vide. Une enveloppe vide. Alors, ce que si c'est pas pour le suspense, mais est-ce qu'il est possible que, justement, dans certaines communes, il n'y ait aucun candidat? Est-ce que déjà sur le secteur, il y en a? Eh bien, ça s'annonce comme tel. Il n'y a toujours pas de candidat à Schmitt-Villers. Dans cette commune, il n'y a ni rumeur, ni candidature annoncée. Et ce n'est pas qu'une histoire de liste déposée. Donc, le maire sortant, Jean-Marc Délinger, arrête et personne, absolument personne n'est candidat pour le moment. Et il n'y a plus que jusqu'à jeudi 18h pour s'enregistrer en sous-préfecture de Sarreguemines. Et voilà, et donc je refais une petite pub pour mes petites pastilles dans l'isoloir. C'était un cas qui avait déjà été évoqué. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe dans le cas où aucun candidat se présente, il suffit d'aller voir les émissions des semaines précédentes. Et tout est disponible en replay sur le site internet www.mosaïque-cristal.tv. Exactement. Est-ce que c'est la seule commune qui est ou qui a été dans ce cas jusqu'à peu? Alors il y a plusieurs endroits en fait où les candidats ont un peu tardé à se faire connaître. À Rolbin, le maire sortant Roger Schwartz ne se représente plus et la relève a mis du temps à se faire connaître. On a cru un temps qu'il n'y aurait pas de candidat. C'est finalement l'adjoint sortant Gaston Leichnam qui reprend le flambeau. Il est à la tête d'une équipe de 11, dont 4 sortants. J'avais Egelsart en tête quand je parlais d'autres communes. C'est un petit peu le même topo, donc oui, tu as raison. Là aussi, le maire sortant, Émile Etel, ne se représente pas. Après un long silence, c'est le premier adjoint sortant, Jean-Louis Ebel, qui a déposé sa candidature à la tête d'une équipe de 11, dont 4 sortants. En 2014, classé 2e, Jean-Louis Ebel avait obtenu 69,89% des voix. À l'époque, ils étaient 20 candidats pour 11 sièges. Cette fois, il n'y aura peut-être pas de candidature concurrente. Présenté comme ça donne l'impression que c'est une spécialité du Pays de Bitche, mais non, il y a aussi des communes qui sont dans ce même cas au niveau du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Absolument, et c'est par exemple le cas à Guébenouz. Il a mis du temps à l'annoncer, mais le maire sortant Hervé Ruff est finalement à nouveau candidat avec 3 autres sortants. Il est à la tête d'une équipe de 11, dont 4 femmes. À noter, dans cette commune, il y a aussi une candidature isolée. Sébastien Hilbert se présente seul. En 2014, ils étaient 11 candidats pour 11 sièges. Hervé Ruff s'était classé 3e avec 83,72% des voix. Dans la vallée de la Sarre aussi, à Vitrain, ça a mis beaucoup de temps à se décanter. Et je crois que ça n'a pas tout à fait fini de se décanter d'ailleurs. En tout cas, tout n'est pas encore clair. Le maire sortant, Claude Wackenheim, ne se présente plus. Une liste complète va être déposée. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le nombre suffisant de candidats. Mais pour le moment, le mystère plane. Et moi, en l'occurrence, je suis incapable de vous dire qui mène cette liste. Alors là, on a vu des communes où c'était assez compliqué de trouver un candidat. À l'inverse, il y en a un qui a dit 3 fois oui quand on lui a demandé si vous voulez continuer, c'est Mathieu Muller. Eh oui.
Absolument. Et oui, je vais le faire comme il l'a fait. Alors c'est à Philippsbourg, le maire sortant qui se représente pour briguer un deuxième mandat. Son équipe s'est donné pour nom Philippsbourg au cœur, continuons ensemble. Il y a 5 femmes, soit un tiers de l'équipe. En 2014, ils étaient 30 candidats pour 15 sièges. Tout s'était joué au premier tour. Mathieu Muller était arrivé en tête avec 61,9% des voix. Et pour le moment, il n'y a toujours pas de rumeur de candidature concurrente. Il y a un autre village où le maire n'a jamais caché son souhait de repartir pour un nouveau mandat, c'est Capelquingé. Oui, le maire sortant de base, c'est Bernard Potier. Il est à nouveau candidat. Ils sont 7 sortants et 4 nouveaux. Au total, 5 femmes sont candidates. Donc la parité est réelle, bien que non obligatoire à Capelquingé. Et côté suspense, il n'y en avait déjà pas en 2014 avec 11 candidats pour 11 sièges. À Herschin, on pensait aussi que ça serait le cas et finalement, non. On pensait que ça serait évident, mais finalement, le maire sortant, Emmanuel Brivez, n'est plus candidat. Et c'est le premier adjoint sortant, Francis Bert, qui reprend le flambeau. Du coup, sa liste est encore en cours de finalisation. En 2014, ils étaient 18 candidats pour 11 sièges. Malgré tout, tout s'était joué au premier tour. Et Francis Bert avait réalisé le deuxième meilleur score avec 84,13% des voix. Pour le moment, il n'y a pas de rumeur d'autres candidatures. À Nélin, c'est bien le maire qui rempile. Oui, à Nélin, c'est bien le maire sortant, Christophe Thiel, qui brigue un nouveau mandat. Il est maire depuis 2013, suite au décès du maire Christian Clément avant la fin du mandat. En 2014, ils étaient 19 candidats pour 11 sièges. Tout s'était joué au premier tour. Christophe Thiel s'était classé premier avec 73,44% des voix. Il repart au sein d'une équipe composée de 6 sortants et 5 nouveaux. 3 femmes sont sur la liste. Il n'y en avait que 2 qui siégeaient durant ce mandat. Et là aussi, il n'y a pas de rumeur d'autres candidatures. On pourra le voir sur la carte, on part de l'autre côté de l'arrondissement. Quoi de neuf à Schorbach ? À Schorbach, le maire Paul Délinger se représente. Un adjoint et 5 conseillers sortants repartent avec lui. Au total, il y a 5 femmes sur la liste. En 2014, il y avait 27 candidats pour 15 sièges. Tout s'était joué dès le premier tour. Paul Délinger s'était classé 10e avec 60,28% des voix. Et là aussi, pour le moment, il n'y a pas d'autres candidatures annoncées. Il avait annoncé déjà il y a longtemps qu'il ne se représenterait pas. Et pourtant, surprise à Zétain. Surprise à Zétain parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'il avait tout d'abord annoncé, le maire sortant Bernard Fouillac-Gary va finalement se représenter pour briguer un deuxième mandat. Il est à la tête d'une équipe de 6 femmes et 9 hommes. Ils sont 8 sortants. En plus du maire, il y a 3 adjoints et 4 conseillers sortants. En 2014, ils étaient 30 candidats pour 15 sièges et malgré cela, Bernard Fouillac-Gary s'était classé premier avec 72,91% des voix. Ça a peut-être fait fuir les autres candidatures. En tout cas, je n'ai pas eu d'écho d'autres candidats potentiels. Julia, l'heure est grave. À ce point-là ? C'est la dernière. Oh. Dernier bulletin. Dernière commune. Un dernier par élimination, c'est facile. 67 comme le Bas-Rhin. La seule commune alsacienne de la Casque. Silsheim. Eh bien oui, c'est Silsheim. Alors à Silsheim, le maire sortant Sébastien Schmitt se représente. Il brigue un deuxième mandat. À la tête de la liste Continuons ensemble pour Silsheim. Ils sont 13 sortants et seulement 2 nouveaux. Comme quoi, une équipe apparemment qui roule et qui décide de repartir ensemble. En 2014, c'est Sébastien Schmitt qui avait fait le meilleur score avec 91,2% des voix. Pas impossible qu'il fasse le même type de score cette fois-ci, puisque là non plus, il n'y a pas de concurrence à l'horizon. Voilà, on touche à la fin de l'émission. Julia, c'était un plaisir de présenter avec toi cet horizon au niveau des municipales à venir, commune par commune. Plaisir partagé. Maintenant, reste à voir le résultat et pour ça, il va falloir attendre le 15 mars. Comme je l'ai si souvent dit, on en parlera plus tard. Mais oui, c'est ça, on en parlera une fois que les électeurs auront parlé dans l'urne. Mais évidemment, toute l'équipe de Mosaïque Cristal sera mobilisée pour vous donner les résultats en direct à partir de 20h, le 15 mars bien sûr, le 22 mars aussi pour le deuxième tour. Et en attendant, la campagne électorale continue. Vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux, dans vos boîtes aux lettres, un petit peu partout. Informez-vous, soyez au courant. Et à partir de la semaine prochaine, vous avez rendez-vous sur notre chaîne avec les têtes de liste de Sarreguemines et de Bitche. Chaque candidat aura 15 minutes pour convaincre en répondant aux mêmes questions. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci Thomas, à bientôt. Très bonne journée à tous, à très bientôt.